Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui est très attendue par un certain nombre de personnes. Aujourd'hui on parle de la transfusion. Je vous présente la vidéo sous forme de diaporama. Vous allez pouvoir retrouver les étapes de la transfusion avec des grands titres et des sous-titres et je vous explique au fur et à mesure toutes les étapes. Je vous laisse regarder l'introduction et on se retrouvera après. À tout de suite. On se retrouve du coup pour la vidéo sur la transfusion. La transfusion, c'est pas un soin qui est technique. C'est un soin surtout qui relève de l'organisation et de l'administratif. En soi, brancher une transfusion, c'est aussi simple que brancher un pochon d'antibiotiques sur un cathéter intraveineux par exemple. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est quels documents remplir, quels documents avoir pour construire son dossier transfusionnel et comment faire les bonnes vérifications. Mais pour ça, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, du coup, on va parler du dossier transfusionnel et de la commande des PSL, de la réception du PSL avec le contrôle à réception, de la préparation pré-transfusionnelle avec le contrôle de concordance des documents, du contrôle de compatibilité, des surveillances avant, pendant et après la transfusion et la conduite à tenir s'il y a un souci pendant la transfusion. Chapitre numéro 1, dossier transfusionnel et commande des PSL. Pour commander vos PSL, vous devez avoir un dossier transfusionnel. Pour construire ce dossier transfusionnel, vous devez avoir 3 documents essentiels. L'ordonnance de produits sanguins labile, la carte de groupe double détermination et les RAI. Pour la prescription médicale, elle doit être remplie par un médecin. Il faut bien faire attention que le médecin ait bien rempli son nom et qu'il ait signé. Vous devez avoir également l'identité du patient. Le médecin doit remplir la date et l'heure de commande ainsi que le service dans lequel les PSL seront livrés. Il doit également remplir l'urgence de livraison des PSL. S'il répond que c'est une urgence, vous avez 3 choix. Vitale immédiate, vitale et relative. Les 3 dépendent en fait du temps de livraison. Vitale immédiate, c'est inférieur à 30 minutes. Vitale, inférieur à 1 heure. Et relative, inférieur à 3 heures. Vous devez également faire attention à ce que le médecin ait bien rempli. Si il y a des RAI de moins de 3 jours ou des RAI de moins de 21 jours. Mais attention, si vous remplissez des RAI de moins de 21 jours, il faut vérifier qu'ils soient bien négatifs et qu'il y ait une absence d'antécédents transfusionnels ou immunisantes depuis 6 mois. Le médecin doit remplir également le nombre de concentrés de globules rouges qu'il veut, donc le nombre de culots. Et s'il les veut maintenant ou s'il veut les mettre en réserve. Mettre en réserve des culots, ça veut dire que l'EFS va garder les culots à portée de main et vous n'aurez plus qu'à appeler le transporteur pour qu'il aille chercher les culots. Vous n'aurez pas à refaire la commande, vous n'aurez pas à rappeler le FS pour confirmer. Vous envoyez, vous dites que vous voulez les culots en réserve, les culots restent de côté tant que vous n'avez pas appelé le transporteur. Ensuite, quand vous avez regroupé les 3 documents, c'est-à-dire l'ordonnance, la carte de groupe et les RAI, vous pouvez faxer à l'EFS. Quand vous recevez la confirmation du fax, parce que sinon ils vont vous dire que c'est trop tôt, il faut rappeler. Donc vous attendez bien la confirmation du fax comme quoi ils ont bien reçu les documents. Quand c'est le cas, vous appelez le FS. Vous confirmez avec eux que les documents sont bons. Ensuite, s'ils vous confirment que pour eux tout est bon, vous pouvez appeler le transporteur pour qu'il aille chercher les culots à l'EFS et qui vous apporte les culots dans votre service à l'hôpital en fonction de l'urgence qui a été coché par le médecin. Chapitre numéro 2, réception du PSL et contrôle à réception. Le contrôle à réception se fait dans votre service, bien évidemment. Il se fait à l'arrivée des culots et en présence du transporteur. Le contrôle à réception se fait idéalement par l'infirmière qui a commandé les culots, mais si elle ne peut pas le faire, ça peut être fait par une personne qualifiée, c'est-à-dire un cadre de santé, une sage-femme ou un médecin. Le transporteur va vous demander de sortir les culots que vous avez commandés de sa boîte de transport. Donc vous sortez les culots et vous lui demandez tout de suite la température de conservation lors du transport. Il vous donne la température, vous l'inscrivez tout de suite sur la fiche de délivrance du culot. Évidemment, la température du transport doit être comprise entre 2 degrés et 10 degrés.
Ensuite, vous vérifiez l'intégrité du PSL, c'est-à-dire que vous vérifiez qu'il soit bien intact, que la date de péremption soit bonne et qu'il n'y ait pas de soucis sur la poche, que vous voyez sur la poche. Ensuite, vous contrôlez la concordance des documents, c'est-à-dire que vous contrôlez les erreurs de destination, vous vérifiez bien que c'est pour le bon hôpital, vous vérifiez bien aussi que c'est le bon destinataire, c'est-à-dire que c'est bien pour votre patient, vous vérifiez la concordance des documents avec les PSL et la fiche de délivrance. Sur la fiche de délivrance, vous avez 11 caractères qui correspondent au numéro de lot des culots. Ce numéro de lot, vous pouvez le retrouver sur le culot en lui-même, sur les petites étiquettes que vous avez et que vous pouvez décoller. Vérifiez bien les caractères, que ces 11 caractères soient OK. Ensuite, sur la fiche de délivrance, vous avez également le groupe du culot. Vous vérifiez bien que c'est le bon groupe avec le culot que vous avez reçu. Et vous vérifiez bien également que le groupe que vous avez sur la fiche de délivrance et le groupe que vous avez sur votre PSL soit bien le groupe du patient. Donc ensuite, vous remplissez et vous signez les papiers de livraison avec le transporteur, si bien sûr toutes vos vérifications sont bonnes. Ensuite, vous pouvez commencer à remplir la fiche de délivrance avec la température de transport dans commentaires de distribution. Vous remplissez également la réception. Vous avez réception par, vous mettez le nom de celui qui a réceptionné les culots, la date et l'heure. Vous avez une petite question aussi en dessous, contrôle à réception conforme, oui ou non. Le tableau qu'il y a en bas de la fiche de délivrance, ça on le remplira pendant la transfusion. Moi, dans mon service, j'ai un registre de traçabilité des PSL où je dois coller l'étiquette avec les 11 caractères du culot. Chapitre numéro 3, préparation pré-transfusionnelle et contrôle des concordances des documents. Donc là, on est dans la chambre du patient. On va faire une nouvelle vérification de concordance des documents. Vous vérifiez bien que les papiers concordent bien. Donc, il faut bien vérifier la prescription médicale, la fiche de délivrance nominative et la carte de groupe du patient. Ensuite, vous vérifiez que les PSL coïncident bien avec la fiche de délivrance et également le groupe sanguin du patient. Vous contrôlez l'identité de votre patient. Vous lui demandez date de naissance, nom et prénom. S'il n'est pas capable de dire son identité, vous pouvez le vérifier sur le bracelet qu'il a autour du poignet. Chapitre 4, contrôle de compatibilité avec le test de Bette-Vincent. Alors, le test de Bette-Vincent, c'est un test qui permet de mettre en contact le sang du patient et les hématies du PSL avec chacun des réactifs lyophilisés présents sur le test. Il permet de voir la présence d'antigènes, qui va se traduire par la réaction d'agglutination des hématies au contact du sérum test de l'anticorps. Maintenant, on va parler un petit peu de la notion antigène-anticorps. Donc la notion antigène-anticorps, ça veut dire qu'on peut avoir un antigène A et du coup des anticorps anti-B. On a un antigène B et du coup un anticorps anti-A. L'antigène AB a aucun anticorps et l'antigène O a un anticorps anti-A et anti-B. Je vais vous parler un peu du test de Bette-Vincent. Du coup, c'est un petit carton qui se présente comme sur la photo que je vous mets maintenant. Donc vous voyez qu'il y a une partie receveur et une partie poche. Vous pouvez voir que j'ai déjà mis une goutte de sang du receveur et une goutte de sang du culot. Ensuite, en dessous, vous avez le nom, nom de naissance, prénom et date de naissance du patient. Ensuite, vous avez le numéro de la poche. Ici, vous collerez une petite étiquette qui se trouve sur le culot. En dessous, vous avez le résultat que vous allez trouver sur vos petites spirales avec les petites couleurs bleues et jaunes. Donc, agglutination, vous mettrez une petite croix sur anti-A, anti-B pour le receveur. Et sur l'anti-A, anti-B pour la poche. Ou pas d'agglutination, c'est un petit tiret pour dire qu'il n'y en a pas sur anti-A, anti-B du receveur et de la poche. Ensuite, vous avez la décision. Donc, transfusion possible, oui ou non. Vous cocherez en fonction des résultats que vous avez trouvés au préalable en haut de votre test de Bette-Vincent. Ensuite, vous mettez l'opérateur, c'est celui qui fait la transfusion et le test de Bette-Vincent. Donc, la date, le nom, le service et la signature. En dessous, vous avez le médecin prescripteur de la transfusion. Vous mettez son nom. Donc, vous prenez votre petit carton, vous le sortez de sa pochette. Vous prenez ensuite
une petite goutte de sang de votre patient. Dans la pochette, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez normalement un autopiqueur. L'autopiqueur, du coup, vous allez le prendre pour piquer le bout du doigt de votre patient et prendre une goutte de son sang. Vous le déposerez dans le petit carré receveur. Ensuite, vous prenez un petit boudin qui se trouve sur votre culot. Vous le détachez. Attention quand vous coupez votre boudin. Vous prenez le capuchon de transfert qu'il y a aussi dans le kit du Bête Vincent. Vous mettez votre petit boudin en haut, vous appuyez, ça va le percer avec l'aiguille qu'il y a dans le capuchon de transfert et la petite goutte de sang va descendre sur votre carton. Attention de ne pas mettre une trop grosse goutte de sang. Ensuite, vous prenez votre sérum Phi qu'il y a également dans votre kit et vous mettez une goutte de sérum Phi sur la partie haute, donc dans anti-A, anti-B du patient, et une goutte de sérum Phi sur l'anti-A, anti-B de la poche. Je vous mets ensuite une vidéo où on peut voir comment on fait pour mettre en contact le sang du patient et de la poche avec les réactifs du test de Bête Vincent. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris déjà une première spatule, j'ai pris un petit peu de sang de mon patient et je suis en train de le mettre en contact avec le réactif anti-A du Bête Vincent, du test de Bête Vincent. Ensuite, je prends une autre spatule, je prends un petit peu de sang de mon patient et je le mets en contact avec le réactif anti-B du test de Bête Vincent. Je mélange jusqu'à ce que je ne voie plus le réactif jaune. Je jette ma petite spatule. Je prends une autre spatule, je prends un petit peu de sang de la poche et je mets en contact avec le réactif anti-A dans la case de la poche. Je mélange, jusqu'à ce que je ne voie plus le réactif bleu anti-A. Je jette ma spatule, je prends une autre spatule, je prends un petit peu de sang de la poche et je mets en contact avec le réactif anti-B du test de Bête Vincent. Je mélange, jusqu'à ce que je ne voie plus le réactif jaune anti-B. Et ensuite, j'interprète les résultats. On va pouvoir maintenant interpréter les résultats du test. Comme vous voyez sur la photo, moi je n'observe pas de réaction avec les réactifs anti-A et anti-B du receveur et je n'observe pas non plus de réaction sur les réactifs anti-A, anti-B de la poche. Mais comment on fait pour les interpréter? Donc pour l'interprétation de la colonne patient, vous pouvez dire quand je mets en contact une goutte de sang du patient avec le sérum test contenant les anticorps anti-A, je n'observe pas de réaction d'agglutination. J'en déduis l'absence d'antigène A à la surface des hématies du patient. Quand je mets une goutte de sang du patient en contact avec le sérum test contenant les anticorps anti-B, je n'observe pas de réaction d'agglutination. J'en déduis l'absence d'antigène B à la surface des hématies du patient. Je peux donc en déduire que mon patient est du groupe O. Maintenant pour l'interprétation de la colonne de la poche. Vous pouvez dire quand je mets une goutte de sang de la poche en contact avec le sérum test contenant les anticorps anti-A, je n'observe pas de réaction d'agglutination. J'en déduis l'absence d'antigène A à la surface des hématies de la poche. Quand je mets en contact une goutte de sang de la poche en contact avec le sérum test contenant les anticorps anti-B, je n'observe pas de réaction d'agglutination. J'en déduis l'absence d'antigène B à la surface des hématies de la poche. Je peux donc en déduire que la poche est du groupe O. Chapitre numéro 5, les surveillances. Donc concernant la surveillance du patient avant, pendant et la transfusion, on prend les paramètres vitaux avant le début de la transfusion. Donc on prend la fréquence cardiaque, la tension, la température, la saturation en oxygène et la conscience du patient. Si tout est bon, vous pouvez débuter la transfusion. Donc vous branchez votre culot sur votre cathéter. Vous restez les 15 premières minutes en chambre avec le patient. Pendant ces 15 premières minutes, vous allez prendre les constants toutes les 5 minutes. Il faut savoir qu'un culot passe entre 1h et 1h30. Le débit est assez lent les 10 premières minutes. Ensuite, si le patient tolère bien, vous pouvez accélérer un petit peu. Il faut savoir repérer les signes alarmants pendant une transfusion. Donc si le patient présente les signes suivants, toux, fièvre, frisson, malaise, gêne respiratoire ou éruption cutanée, il faut savoir réagir.
Quand les 15 minutes sont passées, vous pouvez sortir de la chambre et vous revenez toutes les 10 à 15 minutes pour surveiller les constantes et voir si tout va bien. En présence de signes alarmants, il y a une conduite à tenir. On va en parler maintenant. Chapitre 6, conduite à tenir. Vous arrêtez tout de suite la transfusion. Vous enlevez le culot, mais vous gardez la voie veineuse. Vous prenez tout de suite les paramètres vitaux pour avoir une base si le médecin vous demande et vous alertez le médecin rapidement. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire en dessous de la vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!